Le soleil descendait lentement sur les champs de lavande de Provence, où l'air vibrait de l'été et d'un doux parfum. Dans un grand manoir à la lisière du village de Gordes, entouré de collines douces et d'oliviers anciens, vivait Lucien Moreau, un homme dont le nom inspirait le respect dans le monde des affaires. Mais, derrière les hauts murs de sa demeure, Lucien était prisonnier de son propre chagrin. 3 ans plus tôt, il avait perdu sa femme. Claire morte en donnant naissance à leurs jumeaux, Émile et Julien. Les garçons nés prématurément et marqués par de graves complications étaient paralysés depuis leur naissance et incapables de parler. Les médecins avaient averti Lucien. C'est un miracle qu'ils aient l'un des survécus, mais ils ne seront jamais comme les autres enfants. Ces mots s'étaient gravés dans sa mémoire, une rengaine incessante qui le tenait éveillé la nuit. Le manoir jadis rempli de rire et de chaleur était devenu un monument froid de contrôle. Lucien avait transformé sa vie en un mécanisme d'horlogerie précis, prévisible, dépourvu d'émotion. Chaque jour était planifié horaire d'alimentation, séances de thérapie, heures de sommeil. Il supervisait chaque facture, chaque geste des soignants qu'il avait engagés pour ses fils. S'il n'avait pu sauver Claire, il pouvait au moins s'assurer que rien dans son univers ne déraille à nouveau. Mais, dans cet ordre, il manquait quelque chose, la vie. La maison était silencieuse hormis le tic-tac des vieilles horloges à pendule dans chaque couloir et le bourdonnement discret des machines qui maintenaient Émile et Julien en vie. Les portraits de Claire ornaient encore les murs, ses yeux doux, son sourire semblable à un lever de soleil. Mais Lucien évitait de les regarder. Chaque fois que son regard croisait par mégarde une peinture, il avait l'impression qu'on lui coupait le souffle. Il avait appris à regarder devant lui toujours, devant vers la tâche suivante, le contrat suivant, le devoir suivant. Les chambres des enfants où reposaient Émile et Julien étaient un impeccable mur blanc, meubles stériles, une pièce qui ressemblait davantage à un hôpital qu'à un foyer. Lucien y entrait rarement, non pas qu'il n'aimait pas ses fils, mais parce qu'il ne supportait pas leur fragilité ni combien ils lui rappelaient Claire. Un soir d'automne frais, alors que le crépuscule baignait les champs de lavande d'une lueur violette, Lucien revint d'un voyage d'affaires. Il était fatigué, son manteau encore sur les épaules, sa mallette lourde dans sa main. Ses pensées étaient accaparées par un projet de construction inachevé, un contrat de plusieurs millions qui exigeait toute son attention. En franchissant le seuil de la maison, un son l'arrêta net. C'était faible, presque imperceptible, comme un souffle de vent sur du verre. « Ma !» Lucien se figea. Son cœur sembla s'arrêter un instant. Sa mallette lui échappa presque des mains. Il tendit l'oreille, incertain d'avoir imaginé le son. Mais il revint plus clair cette fois, tremblant mais réel, Ma. Son regard glissa le long du couloir vers la porte entr'ouverte de la chambre des enfants. Il avança lentement, presque malgré lui, comme tiré par une force invisible. Dans la pièce Amélie Dubois, la nouvelle gouvernante était assise sur le tapis. Elle n'est là que depuis 3 semaines, une femme discrète, avec un curriculum vitae anodin que Lucien avait à peine lu. Pour lui, elle n'était qu'un rouage de plus dans son système, quelqu'un qui changeait les draps et préparait les biberons. Mais à cet instant, elle était agenouillée devant Émile, et Julien, sa voix douce comme une brise d'été, chantant une berceuse provençale ancienne. La mélodie était étrange et pourtant familière comme un air entendu dans un rêve. Émile et Julien, les garçons dont les médecins avaient dit qu'ils ne parleraient ni ne bougeraient jamais, tremblaient légèrement. Les lèvres d'Émile s'ouvrirent sa voix faible, mais c'était encore là, Ma. Julien inclina la tête, ses yeux grands ouverts, une petite main tendue vers Amélie.
Lucien resta dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger. Son cœur battait si fort qu'il pensa qu'il devait remplir toute la maison. Il ne l'appelait pas lui, pas les thérapeutes qu'il payait des milliers d'euros de l'heure. Il l'appelait tel. Une tempête d'émotions le submergea. Jalousie, émerveillement, douleur, tout se mêlait en un nœud qui lui serrait la gorge. Une partie de lui voulait entrer en trombe, reprendre le contrôle, revendiquer sa place de père. Mais une autre, la plus vulnérable, ne pouvait que regarder paralysée par la peur de briser ce moment fragile. Amélie continua de chanter sa main, caressant doucement les cheveux de Julien, comme si un faux mouvement pouvait rompre le charme. Ma, murmura Émile, à nouveau plus bas, comme un souffle sur une vitre. Julien se pencha vers Amélie, ses doigts tremblants, effleurant l'ourlet de sa robe. Le temps sembla s'arrêter. La pièce dominée depuis 3 ans par le silence et la douleur était soudain vivante, avec des souffles, des mouvements, le doux murmure de la vie qui revenait. Lucien se tenait à moitié dans l'ombre, à moitié dans le dernier éclat du jour, filtrant par la fenêtre. Ma. Le mot résonna comme une voix sortie d'un souvenir qu'il croyait perdu. Il pensa à Claire, à sa voix murmurant son nom Lucien juste avant de mourir. La vieille douleur ressurgit mêlée de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mélie continua de chanter sa main reposant doucement sur la tête d'Émile, comme pour protéger les garçons du monde. Lucien recula d'un pas. Il ne pouvait pas les laisser voir qu'il tremblait. La porte se referma doucement derrière lui avec une finalité qui l'effraya. Il marcha lentement dans le long couloir du manoir. Le tic-tac des horloges résonnait à chaque coin, chaque battement, un écho du vide dans sa poitrine. Dans son bureau, il se servit un cognac, le liquide ambré brûlant sa gorge. Les souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer refirent surface. 3 ans plus tôt, Claire était morte sur la table d'opération, tandis que Émile et Julien naissaient avec des lésions nerveuses et une paralysie sévère. Les médecins avaient dit que c'était un miracle qu'ils survivent, mais aussi qu'ils ne seraient jamais des enfants normaux. Des mots comme non-verbale absence de réponse cognitive, motricité limitée, étaient devenus un bruit de fond dans la tête de Lucien, une chanson qu'il ne pouvait éteindre. On lui avait dit qu'il lui faudrait du temps pour accepter. Mais Lucien n'acceptait pas. Il contrôlait. Il planifiait tout horaire d'alimentation, séances de thérapie, heures de sommeil. Il surveillait chaque soignant, chaque facture, chaque souffle. S'il n'avait pu sauver Claire, il pouvait au moins s'assurer que le monde autour de lui ne serait plus jamais imprévisible. La maison devint une forteresse d'ordre rigide, sûre sans vie. Pas de rire, pas de musique, pas de larmes. Rien que le fonctionnement fluide des personnes qu'il payait pour s'occuper des 2 êtres fragiles qu'il n'avait jamais osé vraiment approcher. Les photos de Claire étaient toujours dans le couloir, mais il ne les regardait jamais directement. Son visage dans les cadres, ses yeux doux, son sourire comme un lever de soleil rendaient l'air plus lourd. Chaque regard semblait une punition pour avoir survécu. Et puis vint Amélie Dubois. Elle était éveillée, était arrivée par une agence avec un curriculum irréprochable et une voix calme. Lucien lui avait à peine prêté attention. Pour lui, elle n'était que la gouvernante, un autre rouage dans son système. Il n'avait jamais posé de questions sur son passé, ne s'était jamais soucié de ce qu'elle aimait ou n'aimait pas. Mais ce soir-là, en avalant son cognac, il se demanda qui était cette femme qui avait fait appeler ses fils. Le lendemain matin, Lucien ne partit pas travailler. Le téléphone sonna 3 fois, il ne répondit pas. La voiture resta au garage, le costume soigneusement repassé,
pendait comme un gardien silencieux à la garde-robe. La maison était silencieuse, mais c'était une autre sorte de silence, non celui du contrôle, mais celui de quelque chose qui remuait doucement sous la surface. Depuis la fenêtre de son bureau au 2e étage, il pouvait voir le jardin. Amélie accrochait du linge debout sur l'herbe humide de rosée, l'ourlet de sa robe bleu clair, collant légèrement à ses genoux. Elle levait les bras pour suspendre un drap blanc à la corde. La lumière du matin tombait sur ses cheveux, transformant la scène en une brume douce, comme le début de quelque chose de nouveau. Amélie n'était plus seulement la gouvernante invisible. À cet instant, elle semblait être la pièce manquante de la maison, la chaleur que Lucien ignorait avoir perdue. Il resta longtemps là sans savoir pourquoi. Peut-être était-ce le vent, peut-être le léger bruissement des étoffes, ou peut-être simplement le fait que la maison semblait, pour la première fois depuis des années, vivante. Quand Amélie quitta le jardin, Lucien quitta sa chambre. Ses pas résonnèrent doucement dans le couloir passant devant le portrait de Claire, la montrant avec un panier de lavande dans un champ qui n'avait jamais existé. Il s'arrêta comme toujours et murmura « Il t'appelle. » « Les entends-tu » Le tableau resta silencieux. Seule la lumière glissait sur le verre, s'effaçant comme un souvenir lointain. Il continua. La porte de la chambre des enfants était légèrement entr'ouverte. Une voix douce en sortait pas la sienne, mais la sienne à elle. Profonde, chaude, régulière, comme une berceuse sans parole. Lucien s'arrêta la main relâchée sur l'encadrement de la porte. Amélie était assise par terre, le dos droit, les genoux repliés, un livre ouvert sur ses cuisses. Les 2 garçons étaient allongés au milieu d'un océan de coussins. Leurs yeux clignaient lentement, leurs lèvres bougeaient, comme pour imiter son rythme. Il resta assez longtemps pour que la lumière change. « Que faites-vous » demanda-t-il, sa voix rauque brève, comme s'il s'était surpris lui-même en parlant. Amélie ferma doucement le livre, le posa de côté, et se tourna vers lui. « Je leur lis. Ils ne comprennent pas, dit-il. »« Peut-être pas, répondit-elle doucement, mais ils aiment le rythme. Ça les aide à respirer plus régulièrement. » Lucien déglutit, ses yeux posés sur les enfants. « Ils ont appelé leur mère, dit-il. »« Je sais, répondit-elle calmement. Si calmement qu'il lui fut difficile de respirer. Ses joues brûlaient. Il ne pouvait dire si c'était de la colère ou de la honte. Il voulait mettre fin à la conversation, la renvoyer, reprendre le contrôle, mais au lieu de cela, il demanda « Que savent-ils faire d'autre, de petites choses ?» dit-elle. Émile tourne la tête quand il entend ma voix. Julien essaie d'imiter la forme des mots. Ce n'est qu'un début, mais c'est réel. Lucien se détourna son regard tombant sur les 2 petits lits. Les garçons dormaient leur souffle chaud, leurs petites poitrines se soulevant et s'abaissant en un rythme parfait. Il se retourna et quitta la pièce sans un mot de plus. Cette nuit-là, il resta assis dans le salon enveloppé dans un silence aussi doux qu'un souffle. Quelque part dans ce silence, il entendait la voix d'Amélie fine chaude, assez forte pour faire respirer à nouveau la maison froide. Les jours qui suivirent cet événement passèrent comme une brise légère à travers les champs de lavande de Provence. Dans le manoir des Moreau, quelque chose commença à changer presque imperceptiblement, comme la première lumière filtrant à travers une fente dans les rideaux. Amélie Dubois, la nouvelle gouvernante, se déplaçait toujours avec sa précision tranquille dans les pièces. Elle pliait le linge, préparait les biberons pour Émile et Julien, chantait ses berceuses provençales. Mais sa présence n'était plus seulement fonctionnelle. Elle insufflait de la vie dans les murs rigides, dans les pièces qui, depuis 3 ans, n'étaient remplies que de devoirs et de douleurs. Lucien Moreau le remarquait même s'il ne voulait pas l'admettre. Il s'asseyait souvent dans son bureau, la porte entr'ouverte, et écoutait les sons venant de la chambre des enfants.
Émile et Julien faisaient de petits progrès insignifiants pour quiconque, mais pour Lucien, étaient comme des miracles. Les doigts d'Émile tremblaient lorsqu'Amélie lui tendait un jouet. Julien tournait la tête lorsqu'elle l'appelait par son nom, ses yeux suivant son sourire. C'étaient des mouvements minuscules, mais ils emplissaient la maison d'un espoir que Lucien n'avait pas ressenti depuis la mort de Claire. Un matin, Amélie prit une décision qui allait tout changer. Elle parla à l'infirmière du matin, demanda de l'aide et porta les garçons dehors sur la pelouse derrière la maison, là où commençaient les champs de lavande. C'était la première fois qu'Émile et Julien découvraient le monde au-delà des murs stériles de leur chambre. Amélie étendit une couverture épaisse sur l'herbe, y posa des coussins moelleux et installa les garçons avec précaution. L'air était frais, imprégné du parfum des fleurs et de l'herbe humide après la pluie matinale. Elle s'agenouilla à côté d'eux, sa voix douce murmurant « Bonjour mes chéris, voici le ciel ». Julien cligna des yeux face au soleil, ses yeux écarquillés d'émerveillement. Émile bougea les doigts lorsqu'un rayon de soleil effleura sa joue. Amélie sourit, ne dit rien de plus et resta simplement là, les mains sur les genoux, comme pour veiller sur un trésor fragile. Ce qu'elle ignorait, c'est que Lucien était rentré plus tôt ce matin-là, ayant annulé une réunion sans savoir pourquoi. Il se tenait maintenant au bord du jardin, observant la scène comme un tableau. Ses fils, que les médecins avaient qualifiés de inaccessibles, étaient allongés sur la couverture, leurs yeux suivant la lumière, leurs mains saisissant les brins d'herbe qu'Amélie leur tendait. Lucien sentit une douleur dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la joie, mais aussi de la douleur. Pourquoi était-ce Amélie qui créait ce moment? Pourquoi pas lui? Il voulut s'approcher, mais ses jambes semblaient lourdes, comme si chaque mouvement risquait de briser l'image fragile devant lui. Alors, il resta là à moitié caché derrière un olivier à regarder. Julien attrapa un brin d'herbe, ses doigts se refermant lentement, mais volontairement. Émile tourna la tête, lorsque Amélie chanta doucement sa mélodie, flottant dans l'air comme un rêve. Cette nuit-là, Lucien ne put dormir. Il resta dans son bureau, son verre de cognac intact devant lui. Le silence de la maison n'était plus aussi oppressant, mais il portait une nouvelle question: où était-il lorsque ses fils avaient besoin de quelqu'un pour les entendre? La réponse était douloureuse, et cette douleur le conduisit à une découverte qui le bouleversa. Dans un dossier partagé qu'Amélie utilisait pour l'infirmière de nuit, il trouva un fichier audio intitulé « Journal Chambre Enfance 01 ». Il cliqua dessus presque par réflexe et alors il l'entendit. Pas du vent, pas un bruissement, mais une voix. Celle de Julien, faible, tremblante, mais indéniable, « Ma ». Puis un rire délicat, comme le tintement d'une clochette. Lucien repassa le fichier encore et encore, son cœur battant à tout rompre. Colère, jalousie, chagrin, tout se mêlait en une douleur insupportable. Il se leva le verre, tomba, le cognac goûta sur le bureau. Sans réfléchir, il alla à la cuisine où Amélie rinçait des biberons sous le robinet, les manches retroussées, les cheveux attachés dans un petit foulard. Elle se retourna lorsqu'il entra, calme comme toujours. « Quelque chose ne va pas, Monsieur Moreau, demanda-t-elle. Lucien s'arrêta à quelques pas, sa voix grave tendue. « Vous avez enregistré mes fils, Amélie » s'interrompit l'eau, continuant de couler. « Oui, dit-elle doucement, sans hésiter. Pour l'infirmière de nuit, elle ne voit pas toujours ce que je vois. Et vous l'avez mis dans le dossier partagé, dit-il, sa voix presque accusatrice. Je n'avais pas d'autre endroit pour le sauvegarder. Je voulais juste que quelqu'un y croie. Croit à quoi? Il s'approcha. Qu'il vous appelle maman. Amélie le regarda dans les yeux calmes, inébranlables.
Ils ne savent pas ce que veut dire mère, dit-elle doucement. Mais ils savent qui est cela lorsqu'ils tendent la main. Ces mots frappèrent Lucien comme une pierre, brisant une eau calme. Il serra les poings, non de colère, mais de la douleur de la prise de conscience. « Pensez-vous que je ne voulais pas ?» Cela demanda-t-il, sa voix se brisant à moitié en colère, à moitié désespérée. « Pensez-vous que je n'ai pas essayé ?» Amélie ne répondit pas immédiatement. Elle posa le biberon, s'essuya les mains. Sa voix était basse, mais chaque mot clair. « Je ne pense rien. Je vois seulement. » Le silence s'étira seul, le léger claquement de la pluie contre la fenêtre se faisait entendre. Finalement, elle reprit à peine plus fort qu'un murmure. « Si vous voulez qu'il vous appelle, tendez la main en premier. Soyez ce dont vous aviez besoin autrefois. » Lucien resta immobile. Chaque mot le touchait profondément, non comme un reproche, mais comme une vérité. Amélie passa lentement devant lui, sans hâte. À la porte, elle s'arrêta. « Vous pouvez le récupérer, dit-elle doucement, si vous le voulez vraiment. Pas de claquement de porte, pas de drame, juste la vérité. » Et pour la première fois, Lucien réalisa qu'il n'était pas en colère contre Amélie. Il était en colère contre lui-même pour avoir laissé le silence voler le premier mot de ses fils. Le lendemain, une visiteuse inattendue arriva au manoir. Sophie, une vieille amie de Claire, que Lucien n'avait pas vue depuis l'enterrement. Elle apporta un panier de lavandes fraîches et un sourire qui lui rappela les étés passés, quand lui et Claire se promenaient dans les champs, riant libres. Sophie parla de Claire de son amour pour les garçons de son rêve, de les voir un jour jouer dans ses champs. Ces mots secouèrent un Lucien, le forcèrent à se demander pourquoi il gardait ses fils à distance. Plus tard, après le départ de Sophie, Lucien trouva Amélie dans le jardin où elle regardait les garçons dans leurs fauteuils roulants installés au soleil. Il l'aborda incertain, presque timide. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous en souciez-vous autant ?» Amélie le regarda, ses yeux doux mais sérieux. « J'avais un frère, dit-elle doucement. Il était comme vos fils. J'ai appris que les petites choses comptent quand on les fait avec amour. » Ces mots le touchèrent de mes couchés de manière inattendue. Pour la première fois, il vit Amélie non comme une gouvernante, mais comme quelqu'un qui comprenait sa douleur. Pourtant, la peur d'être à nouveau blessé le retint. Il hocha la tête, incapable de dire plus, et rentra dans la maison. Cette nuit-là, il resta longtemps éveillé face au portrait de Claire sur le mur d'en face. Pour la première fois depuis des années, il le regarda directement, et au lieu de la douleur, il ressentit autre chose, un désir fragile, presque timide, de faire, à nouveau, partie d'une maison vivante. Les champs de lavande scintillaient sous la lumière de la lune, et le manoir, autrefois forteresse de contrôle, commençait à respirer doucement. Lucien savait que quelque chose de nouveau avait commencé, mais il n'était pas encore prêt à l'accepter pleinement. Une chose était sûre, cependant, la voix d'Amélie, sa patience, sa chaleur, avaient ouvert une porte qu'il croyait fermée à jamais. Les semaines suivant la visite de Sophie passèrent comme un fleuve doux à travers les champs de lavande de Provence. Le manoir des Moreau n'était plus seulement un lieu d'ordre, il commençait à respirer comme un être vivant. Lucien Moreau, autrefois prisonnier de son chagrin et de son contrôle, se retrouvait de plus en plus souvent dans la chambre des enfants. Il s'asseyait sur le tapis, lisait à Émile et Julien dans les vieux livres pour enfants de Claire, sa voix incertaine mais chaude. Les garçons écoutaient, leurs yeux le suivaient, leurs doigts bougeaient, unis comme pour l'atteindre. C'était de petits moments, mais ils remplissaient de honte. Le cœur de Lucien d'un espoir qu'il croyait perdu depuis la mort de Claire. Amélie Dubois restait la force tranquille en arrière-plan.
Elle continuait de chanter ses berceuses de provençal, notait dans son carnet en tissu. Émile a souri quand Lucien a ri. Julien a attrapé le livre. Sa présence était comme une ancre tenant la maison ensemble. Mais Lucien percevait un changement en elle. Ses yeux se tournaient plus souvent vers la fenêtre, s'attardant plus longtemps sur les collines lointaines. Elle souriait, mais parfois il semblait qu'une ombre se cachait derrière ce sourire. Un après-midi, Lucien trouva une lettre sur la table de la cuisine. Une enveloppe couleur crème bordée d'or, l'écriture élégante, Centre thérapeutique, Saint-Éloi, Paris. Il tint la lettre sans l'ouvrir. Lorsqu'Amélie entra dans la cuisine et le vit, son regard révéla tout. Une offre d'emploi demanda Lucien doucement. Amélie hocha la tête. Un centre de thérapie pour enfants handicapés. Une ancienne infirmière a parlé de moi. Elle hésita, sa voix douce. Triple salaire logement inclut meilleures conditions. Lucien fixa l'enveloppe. C'était logique, juste équitable. Mais en lui, quelque chose se contracta comme si la chaleur elle-même menaçait de quitter la maison. « Vous partez » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Amélie resta silencieuse un moment, puis dit lentement « Je n'ai pas décidé. » « Pourquoi pas ?» Elle serra les lèvres, ses yeux baissés. « Parce qu'ils ne sont pas mes enfants. » Les mots étaient doux, mais ils frappèrent fort. Lucien comprit. Elle ne l'accusait pas, elle se rappelait une frontière qu'aucun d'eux n'avait osé nommer. Le silence emplit la pièce. Dehors, le vent bruissait dans les oliviers, les branches pébébranches tapant doucement contre la vitre. Lucien s'approcha, posa l'enveloppe sur le comptoir. Sa voix était grave, calme. « Vous avez raison. Ce ne sont pas vos enfants. Mais vous êtes la seule qui les ait jamais rendus vivants. » Amélie leva les yeux et pour la première fois, Lucienne vit une hésitation dans son regard, un conflit discret entre la raison et quelque chose de plus profond. Il se détourna incapable de dire plus et quitta la cuisine. Le lendemain matin, Lucien avait disparu. Il ne revint qu'au soir, un épais dossier à la main, qu'il posa sans un mot sur l'îlot de la cuisine. Amélie l'ouvrit. La première page portait l'entête, accordée de co-tutelle. Sa voix trembla. « Qu'est-ce que c'est, Lucien ?» répondit simplement. « Vous pouvez partir si vous voulez. Mais si vous restez, vous n'êtes pas seulement la gouvernante. Vous faites partie de ça. Avec ou sans titre. » Amélie le regarda longtemps. Pas de larmes, pas de drame, juste le silence, le genre de silence que partagent deux personnes quand elles savent que ce qu'est quelque chose de plus grand que les mots se tient entre elles. Finalement, elle referma le dossier et dit doucement « J'ai besoin de temps. » Lucien hocha la tête. « Bien sûr. » Cette nuit-là, Amélie resta dans la maison en partie à cause d'une tempête qui traversait la Provence, en partie parce que les garçons étaient agités. Alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, elle fredonnait doucement jusqu'à ce qu'Émile et Julien s'endorment. Elle s'assit près de la fenêtre pensive, silencieuse. Sur la table à côté d'elle, le dossier était ouvert, un stylo posé à côté. La pluie dura 3 jours avant de céder enfin à la lumière. La maison semblait différente, plus douce, comme si elle avait appris à respirer avec le vent. Pour le 3e anniversaire des jumeaux, il n'y eut pas de grande fête, pas de photographes, pas d'invités de marque. Juste un après-midi dans les champs de lavande où le soleil tombait doucement sur l'herbe. Lucienne, Amélie et les garçons étaient assis sur une couverture, un simple gâteau sur une petite table en bois qu'Amélie avait elle-même préparée. Émile portait une chemise bleu clair, Julien une blanche. Leurs mains étaient collantes de glaçage et Lucien s'essuya le visage en riant, après en avoir reçu un peu. Sophie, la sœur de Claire, était devenue la première réunion familiale depuis des années.
Elle se pencha vers Amélie et demanda gentiment « Êtes-vous la nounou ?» Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Julien se traîna vers elle, attrapa sa robe et murmura à peine audible « Maman ». Tous se figèrent. Émile regarda sa sœur, puis murmura doucement, mais clairement « pas ». Personne ne parla. Seul le vent bruissait dans les arbres et les cœurs battaient assez fort pour remplir le silence. Lucien regarda Amélie, son regard n'était plus celui d'un employeur, mais celui d'un homme témoin d'un miracle. Il hocha la tête une fois, un regard qui disait tout « Je le vois, j'y crois ». Plus tard, lorsque les invités furent partis, Lucien aida Amélie à débarrasser la table. Il ne parlait pas, écoutant seulement le bruissement des feuilles et les rires lointains des garçons. Alors que le soleil se couchait, Lucien demanda doucement « Avez-vous signé ?» Amélie s'essuya les mains, regarda les champs de lavande où deux petits balançoires oscillaient doucement dans la brise du soir. Elle sourit. Hier soir, pendant qu'il dormait, il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence entre eux portait tout gratitude, soulagement, appartenance. 6 mois plus tard, le jardin à l'est de la maison fleurissait comme après un long sommeil. L'herbe fraîche couvrait le sol, la lavande bordait les clôtures. Sous le vieux chêne que Claire avait planté lors de leur premier printemps, ici se dressait une nouvelle balançoire double, construite par Lucien lui-même. 2 sièges en bois bas, des cordes solidement nouées, rembourrées de coussins doux. À l'arrière, il avait gravé une petite phrase « Pour les jours où le monde sourit à nouveau ». Cet après-midi-là, la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, scintillant dans les cheveux d'Émile et Julien. Lucien souleva les garçons avec précaution sur la balançoire, ses mains soutenant leur dos, comme s'il craignait de briser un rêve fragile. Leurs doigts s'agrippaient aux cordes, leurs yeux écarquillés d'émerveillement face à la sensation de l'oscillation. Amélie était assise sur un banc moussu, les mains jointes, le regard doux. Elle ne parlait pas, elle souriait seulement. Lucien donna une légère poussée. La balançoire bougea lentement les cordes, murmurant contre le bois mêlé au rire des enfants, un son que la maison n'avait pas connu depuis 3 longues années. Le vent du soir portait le parfum du jasmin et la dernière chaleur du soleil. Julien se pencha vers Émile, essayant de lui tenir la main. Ils oscillèrent ensemble, riant leur joie comme des clochettes dans le vent. Amélie s'approcha tenant les cordes pour ralentir le mouvement. Ensemble demanda « T'es », elle doucement. Les 2 garçons hochèrent la tête, leurs yeux brillants. Lucien les souleva avec précaution, les installa côte à côte. Ils se penchèrent nus l'un vers l'autre, leurs pieds oscillant librement, tandis qu'ils se tenaient derrière eux soutenant les cordes. La lumière s'adoucissait en un éclat doré. Les feuilles du chêne bruissaient, tombant lentement comme de vieux souvenirs pardonnés. Amélie enlaça doucement les garçons. Ses yeux rencontrèrent ceux coulissant, ceux de Lucien, dans la lueur du coucher de soleil. Aucun mot ne fut prononcé, seulement une compréhension, une paix, une forme silencieuse d'amour. Lucien les regarda, ses fils, la femme qui avait ramené la vie dans la maison et le ciel qui respirait au-dessus d'eux. Il murmura doucement, mais avec assurance, comme s'il parlait à Claire, à lui-même, au monde qui avait réappris à vivre cette maison, elle respire. La leçon que Lucien avait apprise était profonde et claire. La guérison ne vient pas du contrôle de la richesse ou du pouvoir, mais de l'amour, de la patience et de la décision d'être présent. Amélie lui avait montré que les plus grands miracles résident dans les plus petits moments, dans un souffle tremblant, un sourire, une main tendue. Ce n'était pas l'argent qui avait fait parler les garçons, pas les thérapeutes coûteux ou l'ordre strict, mais la chaleur simple et constante d'une personne qui avait choisi d'être là jour après jour, sans attente, sans hâte.
Cette vérité était une invitation à tous ceux qui écoutaient au milieu de la douleur et de la perte. Il y a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau si nous avons le courage de nous ouvrir. C'est la volonté de tenir la main d'un autre, d'écouter son histoire, de voir ses luttes qui changent des vies. Pour Lucien, cela signifiait abattre les murs de son chagrin pour être un père qui non seulement protège ses fils, mais les connaît vraiment. Pour Amélie, c'était le rappel que même les plus petits gestes, une chanson, un regard, une histoire, peuvent être créés des vagues qui guérissent dans toute une maison, toute une famille. Et ainsi cette histoire nous enseigne que dans un monde souvent bruyant et exigeant, nous devons chercher les moments de silence. Nous devons apprendre à écouter, vraiment écouter, non seulement les mots, mais les cœurs des gens autour de nous. C'est un appel à porter ceux que nous aimons à travers leurs jours les plus sombres, non pas avec de grands gestes, mais avec la simple et profonde décision d'être là. Car dans la présence de l'autre, dans l'amour que nous donnons, sans rien attendre, en retour, la vie trouve son chemin lentement, doucement, mais inexorablement.